La télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ses déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. wayne da manti kala harino kan da bore ne bongu se banda masu kallon da sauraron mu barkanmu da yau. Cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ses déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. Le Niger classé 48e sur 180 pays en matière de respect de liberté de la presse par Reporters sans frontières et perd 5 places par rapport à l'année 2013. À suivre les détails sur les raisons de cette chute du Niger dans le classement dans un instant. Le collectif des organisations de défense des droits de l'homme a publié ce matin une déclaration de presse. L'analyse de la situation socio-politique du pays était au centre de cette sortie médiatique opérée par le Code. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette grande édition d'information sur Dunia TV. Cérémonie de clôture hier dans la salle de réunion de Africa Hall des travaux de l'atelier de formation des radios communautaires en matière de lutte contre la traite des personnes. Le compte rendu de Al-Mokhtar Kaini. C'est par la remise des certificats aux participants à l'atelier qu'a débuté la présente cérémonie de clôture. Pourquoi un tel atelier? Élément de réponse avec Mme Gogé Maimouna, directrice de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes. Dans la loi 2010 portant traite des personnes a trois composantes. Elle a une composante répression qui relève des juridictions. Elle a une composante sensibilisation, communication, dont nos partenaires clés sont à la fois la chefferie traditionnelle, les leaders religieux et les médias. Et la troisième composante, c'est les mesures d'accompagnement. En attendant le plan d'action de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes qui sera proposé par la Commission, nous nous sommes dit qu'il fallait faire un travail de terrain pour préparer les mentalités. Il ne nous sert à rien d'avoir une loi si elle n'est pas comprise. Et justement, le présent atelier nous a permis de comprendre que les radios communautaires qui sont des médias de proximité, qui ont l'avantage de parler directement aux populations, n'étaient pas imprégnés de la profondeur et du sens de la loi. Donc c'est déjà leur dire c'est quoi la traite des personnes, les formes qu'elle prend et comment la combattre. Voyons à présent les aspects sur lesquels a porté la formation. Nous avons avec eux vu différents aspects. Nous avons vu un peu la définition de la traite, quelle est la différence entre la traite et le trafic illicite de migrants. Nous avons après vu un peu quelles sont les conséquences, les causes pour les victimes, mais aussi les causes pour les communautés. Nous avons vu aussi comment identifier des victimes de la traite, quels sont les indicateurs ou les sonnettes d'alarme, comme j'appelle ça. Et ensuite, nous avons vu un peu quelle est la stratégie anti-traite globale et comment est-ce que les radios communautaires peuvent justement jouer un rôle. Et dans ce sens, on parle toujours des 3 P et même des 4. 3 P, c'est-à-dire la prévention, la protection et les poursuites judiciaires, avec un 4e P qui est justement le partenariat. Les participants se réjouissent de la formation et promettent de partager leur savoir avec les communautés rurales. Aujourd'hui, grâce à cette formation, nous avons compris ce que c'est que la traite. Nous avons même constaté que la traite se déroule sous nos yeux, chez nos voisins de foi, dans nos quartiers, dans nos villes. Voilà l'importance de cette formation parce que ça va nous permettre aussi de faire face à ces 3 P comme la formatrice vient de le dire. Une fois que je retournerai chez moi, et je vais animer, je vais faire une émission vers les communautés.
et pour les sensibiliser envers cette formation sur la traite des personnes. 45 radios communautaires venues des 8 régions du pays ont ainsi bénéficié de cette formation en vue de sensibiliser leurs auditeurs par rapport à la traite des personnes, véritable fléau qui touche surtout la population rurale. Et puis je le disais, d'après un classement de l'association Reporters sans frontières publié mercredi dernier, le Niger a encore chuté de 5 places pour se positionner au 48e rang des États en matière de respect de liberté de presse. Pour en savoir plus sur cet état de fait, suivons la réaction de ces hommes de médias interrogés par notre reporter, Seni Maikido Jibril. Explique ça, Reporters sans frontières l'a notifié dans ce rapport de l'année 2014 sur l'état de la liberté de la presse au Niger. Et selon eux, c'est dû essentiellement à deux faits. Vous vous rappelez, en 2013, il y a eu des violences policières sur des journalistes au niveau de la région de Zender notamment, et ici même à Niamey, lors d'une manifestation des enseignants contractuels et des autres enseignants réunis au sein du cadre permanent de réflexion et d'analyse sur des syndicats du secteur de l'éducation de ces places. Des journalistes ont été gazés. Donc, Reporters sans frontières explique principalement ce recul de notre pays en matière de la liberté de la presse par ces deux faits. Contrairement donc au classement précédent dans lequel Reporters sans frontières imputait le recul que nous avions enregistré en 2013 par l'irresponsabilité, comme ils l'ont dit, de certains de nos confrères qui ont abusé de l'état de la dépénalisation des délits prévus. Et ce rapport de 2014, qui fait donc l'état de la situation de la liberté de la presse en 2013, va encore s'aggraver puisque, vous vous rappelez, depuis le début de cette année, depuis en tout cas quelques temps, des journalistes sont inutilement et sans aucune raison être en train d'être interpellé par la police judiciaire. On n'est pas surpris que le Niger recule parce que nous avons déjà prévenu, nous avons tiré la sonnette d'alarme l'année dernière. Dans le précédent classement déjà, on avait reculé parce qu'on disait que les journalistes faisaient mal leur boulot. Donc il faut dire que le dernier rapport 2014 lit les deux problèmes, notamment les violences des forces de sécurité sur les reporters, mais aussi il y a l'aspect dérapage des journalistes. Il faut se dire que la période que Reporters sans frontières retient, c'est par exemple de septembre de l'année dernière, par exemple pour faire le classement de l'an prochain, de 2015, Reporters sans frontières va prendre la période septembre 2013 à novembre 2014. Donc ce sont ces périodes-là. Ça veut dire que maintenant, pour le classement prochain, les dernières arrestations qui ont eu lieu ici au Niger seront prises en compte pour 2015. Et il faut dire que les différents facteurs, les différents éléments que Reporters sans frontières prend, c'est est-ce que dans un pays on a assassiné des journalistes, est-ce qu'on a violenté des journalistes, est-ce que on a emprisonné des journalistes, est-ce que des lobbies d'affaires financent la presse, est-ce que les journalistes pratiquent l'autocensure. Voilà quelque peu les différents éléments qu'on met dans la balance pour établir ces rapports et ces classements. Pour que le Niger avance, pour qu'il ne continue pas à reculer, les pouvoirs publics et les journalistes doivent travailler sereinement pour que notre situation s'améliore. Les journalistes et les promoteurs doivent tout faire pour respecter les règles du métier, strictement les règles du métier. Il y a aussi les acteurs socio-politiques. Nous devons tous nous mettre en tête que nous avons une responsabilité sociale, celle de garantir un certain ordre, une certaine stabilité dans notre pays. Donc il revient à tout un chacun d'assumer ses responsabilités, de savoir ce qu'il avance, parce que la communication c'est quand même un domaine extrêmement sensible et les populations sont à notre écoute. L'autre aspect, c'est qu'il y a des institutions, des structures de régulation
nous devons avoir confiance en ces structures de régulation, nous devons respecter les décisions qu'elles prennent et nous devons nous améliorer. Et puis d'un moment à l'autre, nous recevrons sur ce plateau comme invité l'artiste Fatih Mariko. Fatih Mariko qui vient de sortir un nouveau film documentaire intitulé Le silence de couteau. Restez donc à notre compagnie. Autre aspect de ce journal, le Bureau national de coordination du collectif des organisations de défense des droits de l'homme CODE s'est réuni ce jour à l'effet d'examiner la situation socio-politique du Niger. La dite réunion a été sanctionnée par une déclaration lue par Kani Abdoulaye. Il est le coordinateur du CODE. Les organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie, CODE, dénotent avec beaucoup de regrets l'insouciance manifeste de la classe politique appelant au clivage, mettant ainsi en danger le droit et la sécurité tant préservés par le peuple. Au vu de tout ce qui précède, le Code lance un vibrant appel à la classe politique d'épargner les citoyens des conflits personnels et privés, d'utiliser les mécanismes conventionnels de règlement des différends tels que prescrits par la Constitution de la 7e République, notamment la Commission nationale des droits humains, le Conseil national de dialogue politique, le Conseil de la République. Aux médias, de privilégier les débats constructifs et éviter tout propos incendiaire de nature à porter atteinte à la paix et à la cohésion sociale. Faire preuve de professionnalisme et de rigueur dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information, tout en rappelant aux hommes des médias leurs responsabilités sociales. Aux organisations de la société civile de militer en faveur de la paix et de la cohésion sociale, de redoubler de vigilance et jouer objectivement leur rôle de défense des valeurs démocratiques et républicaines. Aux citoyens de ne pas se laisser entraîner dans des querelles partisans et égoïstes qui ne profitent qu'aux seuls politiciens. Qu'ils continuent à cultiver la cohésion sociale, la fraternité, l'unité nationale, ces valeurs séculaires qui constituent de faire la fierté de notre cher pays Niger. 2015 et après, quelle orientation stratégique au Niger et à l'international pour les services d'eau et d'assainissement? C'est l'intitulé du thème sous lequel a été organisée ce matin une conférence débat par l'Association des jeunes professionnels de l'eau et de l'assainissement du Niger, une action qui vise à accompagner les efforts déployés par le président de la République dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Le compte-rendu de Yima Seibou. 2015 et après, quelle orientation stratégique au Niger et à l'international pour les services d'eau et d'assainissement? Tel est le thème de cette conférence débat organisée par l'Association des jeunes professionnels de l'eau et de l'assainissement du Niger, AJPEAN. C'est dans cette optique que la conférencière, tout en apportant des explications sur ces thèmes combien pertinents, a expliqué les objectifs visés par cette conférence. Arriver à placer effectivement et informer ces jeunes professionnels sur ce cadre de concertation et de discussion au niveau international, mais aussi de pouvoir être en échange avec les acteurs nationaux, que ce soit le ministère, que ce soit les ONG qui interviennent dans l'eau et l'assainissement, pour pouvoir être plus à même déjà de connaître les enjeux qu'il y a autour de la définition de ces objectifs, et puis pour essayer justement de pouvoir porter leur propre vision et faire faciliter l'échange avec ces instances-là, pour que la vision des jeunes professionnels sur les enjeux et les objectifs après 2015, pour qu'ils puissent bien porter aussi les messages qu'eux souhaitent faire entendre à ce niveau. Des contributions très riches ont été également apportées pour enrichir davantage cette conférence débat. Tous ces cadres qui se réunissent aujourd'hui pour débattre d'un thème est d'une importance capitale, parce qu'ils œuvrent pour le même objectif, mais se parlent très rarement. Le fait de se réunir, de parler de ces thèmes et de sensibiliser tous les acteurs sur l'après 2015, je pense, est très bien pour le Niger. Et bravo pour cette association qui a pu créer ces cadres d'échange avec tous ces acteurs. Nos attentes est celui d'être éclairés sur les grands rendez-vous qui nous attendent. Parce que ces rendez-vous, on les prépare.
il faut aller avec des objectifs, savoir qu'est-ce que le Niger veut dans le domaine de l'eau. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça nous a permis d'être éclairés sur tout l'effort que l'État a fait dans le domaine de l'hydraulique urbain et rural et la contribution des ONG. Cette noble initiative de l'Association des jeunes professionnels de l'eau et de l'assainissement du Niger est salutaire à plus d'un titre, surtout quand on sait l'utilité de l'eau pour un pays comme le Niger et l'intérêt combien important que les autorités de la 7e République accordent à ces secteurs. Voilà, comme je le disais, ce soir, nous recevons sur ce plateau un invité, ou du moins c'est une invitée, puisqu'il s'agit de Fatih Mariko. Bonsoir Fatih. Bonsoir. Vous êtes artiste musicienne, vous avez à votre actif 3 albums, dont le dernier est intitulé Inch'Allah. Alors là, vous venez de réaliser, de sortir un film, un tout nouveau film documentaire intitulé Le silence du couteau, n'est-ce pas? La projection en avant-première a été faite, c'était le 6 novembre dernier notamment, au Palais des Congrès, et c'était en présence également de la première dame, Dr Malika Issoufou. Alors Fatih, est-ce que vous pouvez justement nous parler de votre film, cette œuvre que vous venez de réaliser, Le silence du couteau? Merci beaucoup Moudi. Donc c'était le 8 novembre, pas le 6. Le film a été lancé le 8 novembre au Palais des Congrès en présence de la première dame et de plusieurs personnalités. Le film, c'est un film qui parle sur l'excision de la jeune fille. En tant que victime, j'ai témoigné pour briser le silence dans ce film, pour qu'on puisse lutter ensemble pour que cette pratique puisse être cessée vraiment. Alors, on sait que le 6 février dernier, il a été célébré la journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines au Niger. Et la célébration cette année, on a vu qu'elle a été plus ou moins timide, on va dire. Ça n'a pas en tout cas été du tout ressenti. Vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous avez entrepris? Ou vous êtes également resté comme ça, les bras croisés, sans action? En fait, je pense que c'est peut-être votre opinion. Moi, je ne trouve pas que ça a été timide parce que ça a été quand même célébré. En prélude d'ailleurs, au 6 février, le 5 février, j'ai eu à choisir à aller à Torodi. Comme c'est Torodi, c'est une ville où le plus il y a beaucoup d'excision de la jeune fille là-bas. Donc j'ai préféré aller projeter le film la nuit du 5 au 6, en prélude au 6 février, pour qu'on puisse discuter avec la population de Torodi. Et c'est ce que j'ai fait, on a projeté, on a discuté avec la population. Il y a eu même des témoignages des jeunes filles qui ont été victimes aussi. J'ai lancé un appel à la ville de Torodi. En fait, c'est comme ça que je veux, parce que le film, je l'ai produit, c'est pas pour le mettre dans les tiroirs, c'est pour l'utiliser comme support pour pouvoir faire des sensibilisations et attirer l'attention de la population pour qu'ils puissent vraiment cesser cette pratique qui est néfaste. Alors, Fatih, vous faites partie, on le sait, également des 100 femmes recensées par l'UNFPA, et ça c'est pour votre engagement, notamment dans la lutte pour l'émancipation de la femme, mais aussi de son apport dans la société. Et à cet effet, vous avez été reçu par le secrétaire général adjoint des Nations Unies. Alors vous, est-ce qu'à cette occasion, vous avez justement saisi l'opportunité pour lui parler de votre projet, par exemple? Merci beaucoup Moudi. Oui, vraiment, j'ai saisi l'occasion pour parler de mon projet. C'est un projet qui l'a beaucoup émerveillé, au point qu'il m'a donné un grade de soldat de l'UNFPA. Donc il m'a surnommé la première soldat au Niger de l'UNFPA. C'est avec honneur que je prends ce nom-là à travers l'engagement que je me suis fixé. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot, comme on dit?
Un dernier mot, c'est un appel à l'intention de la population nigérienne et africaine. Parce que cette lutte, je ne la veux pas nigérienne seulement, je la veux sous-régionale, cette lutte. D'où, dès que j'ai fini le lancement du film, le 9 déjà, je m'étais envolée pour aller à Abidjan. Et à Abidjan, j'ai profité pour rencontrer les représentants de l'UNFPA, beaucoup d'associations qui luttent aussi contre l'excision de la jeune fille, aussi avec une artiste de renommée, parce qu'en tant qu'artiste, je ne peux pas aller dire que je vais venir lutter contre l'excision sans pour autant parler avec mes sœurs, frères artistes pour qu'on puisse mener la lutte ensemble. Donc j'ai eu à parler à une grande artiste ivoirienne qui est prête et qui n'attend que mon signal pour qu'on puisse vraiment travailler la main dans la main. Donc l'appel que j'ai, c'est au niveau de nos autorités et du système des Nations Unies, je reviens toujours vers eux, parce que c'est eux qui peuvent vraiment aider dans ces cas-là, pour qu'ils puissent vraiment m'aider à faire cette lutte dans la sous-région. Parce que c'est seulement comme ça, je pense que c'est seulement comme ça qu'on peut vraiment arriver à bout de ce fléau. Alors, merci Fatih, merci du courage et vous pouvez également rester, suivre avec nous la suite de ce journal. Merci. Et je rappelle également que le film Le silence du couteau sera diffusé en exclusivité ce soir même, ce sera juste après le journal de 20h. Autre aspect de ce journal, début ce matin à Niamey des travaux d'un atelier dit de restitution des résultats de l'enquête pilote sur la recherche action pour la mesure des apprentissages des bénéficiaires du programme de l'alphabétisation RAMA. Objectif présenter les résultats de l'enquête pilote réalisée par le ministère de l'enseignement primaire de la région de Dosso. Maria Massoumana. La recherche-action sur la mesure des apprentissages des bénéficiaires des programmes d'alphabétisation RAMA est une initiative de l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie et le Bureau régional de l'éducation pour l'Afrique UNESCO Breda. Le programme RAMA est depuis 2008 en phase d'expérimentation dans 5 pays dont le Niger et vise à combler le déficit en données fiables et pertinentes en vue d'améliorer le pilotage des activités du sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Cet atelier vise donc à restituer les résultats de l'enquête pilote effectuée dans la région de Dosso. C'est pour nous, membres de l'équipe RAMA, un grand honneur d'avoir à nos côtés Madame la ministre. Nous sommes là, je dirais, pour vous présenter ce que l'enquête pilote qui a été menée dans la région de Dosso nous a révélé. Le but principal de cet exercice, c'est de nous permettre justement ensemble, de manière participative, de regarder ces premiers résultats afin de porter les corrections qui s'imposent nécessaires avant le lancement de l'enquête principale qui, elle, va se dérouler dans 3 régions, savoir Tidaveri, Tawa et Maradi. Procédant à l'ouverture des travaux de cet atelier, la ministre de l'enseignement primaire a d'abord retracé la démarche qui a permis d'atteindre ces résultats avant de remercier les partenaires ayant soutenu cette étude. Dans cette importante étude dont les résultats vous seront présentés, la recherche s'est focalisée sur l'évaluation des compétences acquises et les déterminants de leur qualité. Ainsi, la question de recherche centrale est: les bénéficiaires des programmes d'alphabétisation sont-ils alphabétisés dans une logique d'apprentissage tout au long de la vie? Il s'agit d'évaluer non seulement les compétences acquises par rapport au curricula adopté, mais d'évaluer les résultats atteints par rapport à un profil de compétences explicitement construites et sur la base d'exigences d'autonomisation
et d'apprentissage tout au long de la vie. Mesdames et messieurs, pour effectuer cette recherche, une équipe pluridisciplinaire et multi-institutionnelle a été mise en place. C'est le lieu de remercier l'Institut national des statistiques dont la contribution à ce processus a été décisive, et de même que l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie. 3 jours durant, les participants à cet atelier s'appliqueront à améliorer les résultats de cette enquête afin d'obtenir un instrument de plaidoyer en faveur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. La Fondation Orange a procédé cet après-midi à un don de matériel didactique et de manuels d'éducation civique au ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Objectif, renforcer le secteur de l'éducation au Niger. Le compte-rendu de Alimatou Abdou. 1000 manuels d'éducation civique et une quantité importante de matériel d'équipement pour les malvoyants, c'est la composition de ce don de la Fondation Orange au ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Un don qui vise à améliorer les résultats du secteur de l'éducation au Niger. Le matériel que nous vous remettons ce jour, d'une valeur globale de 36,5 millions, comporte 2 volets. Tout d'abord, la mise à disposition de 17 000 manuels scolaires des éditions Lafon, d'une valeur de 20 millions de francs pour les élèves du cycle primaire. Ces manuels traitent de façon simple et ludique de sujets de société comme l'accès à l'eau, l'éducation des filles, la culture de la paix, la protection de l'environnement, etc. Le second volet consiste à doter les classes spécialisées pour malentendants et malvoyants d'équipements adaptés d'une valeur de 16,5 millions de francs. Vous pourrez noter à travers ce geste que nous ciblons désormais tous les niveaux scolaires dans les donations de la Fondation Orange. Il vous souviendra qu'en 2010, la Fondation a remis 7500 manuels d'expression française et 300 dictionnaires Petit Robert pour les lycées. L'auteur du manuel étant M. Tarno Bala. En 2011, 3100 manuels de sciences physiques pour les collèges, les auteurs étant M. Bizot et Sherif Lawan. Et en 2012, 3000 guides de maîtres dans le domaine de la physique et chimie ont été remis pour les collèges. Avec la donation de ce jour, c'est au total 70 millions de francs de support pédagogique qui ont été remis pour appuyer vos efforts dans le domaine de l'éducation. En réceptionnant ce don, la ministre de l'enseignement primaire a remercié la Fondation pour cet appui noble et a affirmé que ces équipements iront à leur destinataire. En cet instant solennel, remercier la Fondation Orange pour cet appui inestimable qu'elle vient d'apporter à l'école nigérienne. Ces appuis multiformes et inestimables témoignent ainsi de la volonté de la Fondation Orange à accompagner le gouvernement dans la réalisation de ses objectifs de scolarisation de qualité de tous les enfants nigériens. Et c'est pourquoi je voudrais, au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Issouf Mahamadou, au nom du gouvernement et au nom de tous les écoliers nigériens, témoigner toute notre gratitude à l'endroit de la Fondation Orange pour son engagement à accompagner l'école nigérienne. Ce don de la Fondation Orange permettra sans nul doute de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation au Niger en général, mais aussi des enfants malvoyants en particulier. Autre aspect de ce journal, les étudiants de la faculté des sciences économiques et juridiques de l'université Abdou Moumouni de Niamey étaient en sitting ce matin dans les locaux de la dite faculté. Il s'agit pour eux d'exiger des meilleures conditions d'études. Là-dessus, je vous propose donc d'écouter Maman Lawali Idrissa, il est le délégué général des étudiants inscrits à la FSECH. Il y a de cela 5 ans, la faculté est submergée dans des problèmes académiques et qui ne diront pas leur nom. Parmi les problèmes, il y a le prolongement de l'année de 14 à 16 mois, alors que l'année académique doit faire 9 mois. Il y a les retards de la libération, il y a l'absentéisme des enseignants-chercheurs qui ne viennent pas en réalité faire leurs cours comme ça se doit. Ils s'adonnent à des activités politiques plus lucratives tout en foulant au pied leur vocation première qui est celle de former les élites compétitives du pays sur le marché du travail. Et c'est ce que nous avons tenu à décrire aujourd'hui, à dénoncer et à dire non. À partir d'aujourd'hui, la délégation générale ainsi que les étudiants de la faculté des sciences économiques et juridiques n'allaient plus rester les mains croisées face aux problèmes dont végète la fac. Il y a aussi les problèmes de master.
les problèmes de master, comme vous le savez, dans toutes les facultés, il y a eu des rentrées en master. Dans notre fac, jusque-là, rien n'a été fait par rapport à ça. Et à chaque fois qu'on interpelle l'administration des canals, ils nous font des promesses niaises qui, en réalité, n'ont aucun fondement et auxquelles ils ne tiendront pas. Ces sittings, c'est juste une mise en garde que nous avons fait à l'administration. Si jamais ils ne prennent pas au sérieux nos revendications, les plus légitimes d'ailleurs, nous allons projeter de faire d'autres sittings, suspendre les activités académiques et aller au-delà de ce qu'ils imaginent. Nous allons faire même une marche si possible. Le siège du groupe CSP Tina d'Agadez a servi de cadre à la célébration de la journée de l'étudiant. C'était en présence des autorités administratives et coutumières ainsi que des milliers d'élèves. Le compte-rendu de Ramédé Alassane. La 4e édition de la journée de l'étudiant n'a pas failli à la tradition tant il y avait de l'animation, du rire, de la poésie et plusieurs distinctions décernées aux plus méritants. En effet, l'orchestre superstar du sultanat de l'Aïr, la troupe Tchokobous et des poèmes dédiés à la vertu de l'école ont tenu en haleine les autorités administratives et coutumières ainsi que les parents d'élèves et de nombreux invités. La journée de l'étudiant est marquée également par les communications lues par les élèves issus des différentes sections du groupe. Le dynamisme du fondateur du groupe, M. Akomili Mohamed, et l'enthousiasme affiché par les élèves et étudiants a suscité le commentaire qui suit du secrétaire général du gouvernement d'Agadez. J'ai l'insigne honneur de présenter nos remerciements à tous les organisateurs de cette cérémonie, au rang desquels le fondateur des centres de formation, CFDA, CPSP et TINA, qui ont permis à cette belle jeunesse d'Agadez de se former sur place afin d'être au diapason des régions qui gagnent. J'ose vous affirmer qu'en voyant cette belle jeunesse d'Agadez, ça nous reconforte. Ça nous reconforte et ça nous encourage. Parce que nous savons qu'à nos côtés, nous avons des acteurs qui vont nous permettre la mise en œuvre du programme de renaissance du président de la République. À cette jeunesse, je voudrais dire un mot. C'est d'être toujours, devancer toujours le professeur dans la classe. Quand vous devancez le professeur dans la classe, ça veut dire que vous avez le début, vous avez le bon milieu et vous avez la conclusion de l'intervention du professeur. C'est cela que je voudrais vous lancer. En prenant la parole, le fondateur du groupe CPSP TINA, CFDA, CPSP, a remercié les autorités administratives et coutumières, l'ONG HD Tamat et plusieurs partenaires qui œuvrent à ses côtés pour l'épanouissement des jeunes. Et pour joindre l'utile à l'agréable, la célébration de la journée de l'étudiant est marquée par la remise des témoignages de satisfaction décernés aux élèves et encadreurs les plus méritants. Il y avait aussi ces témoignages de satisfaction décernés au groupe radio-télévision Dunia de la région pour l'ensemble de ses prestations. À Maradi, les handicapés conducteurs de taxi moto tricycles de la dite ville ont organisé ce matin une marche pacifique. Ils revendiquent auprès des autorités communales du syndicat des taxis le droit d'exercer librement leur métier. Retrouvons à Maradi la correspondance de Aoussi Abdraman. Nous ne sommes pas d'accord ou encore il faut Atia. Ce sont là les slogans que scandaient ces conducteurs de taxi moto tricycle qui sont pour la plupart des handicapés qui, grâce aux généreux opérateurs économiques El Haj Sani Atia, ont eu un moyen d'échapper à la mendicité. Une marche qu'ils ont entamée de la place dite des 17 portes, arborant la voie principale pour avoir comme point de chute le gouvernorat. À l'origine de cette marche, le quiproquo qui les oppose au syndicat des taxis de Maradi. Selon le président du syndicat des handicapés conducteurs de moto-tricycles,
Ce sont 300 motos distribuées par Alhaj Sani Atia qui font leur fierté et qui font nourrir 2100 bouches. Ils estiment que ces efforts de Alhaj Sani Atia cadrent parfaitement avec le programme de la Renaissance du Niger et les idéaux du président de la République à lutter contre le chômage des jeunes partout où ils se trouvent, c'est-à-dire en milieu rural comme dans les centres urbains. Par contre, ils ont fustigé la décision des autorités communales et le syndicat de taxi qui leur refusent le transport des passagers malgré toutes les négociations entreprises avec eux à la mairie et au gouvernorat. C'est ce qui a entraîné le retrait pur et simple des motos par le donateur jusqu'à la régularisation de la situation. C'est ce que le président des handicapés conducteurs de mototricycles nous fait savoir. Mutane suna dibi wannan moto an bara shi ga masu kawa a'a na kasassu ne aka bashi wanda yake na kasashe yana da karewa hannu yana tukawa wanda bai tukawa sai ya ba dan shi tuka mai ko ya badu wani wanda ke kusa gare shi. Abun da za mu ga muku wannan taimako ne Alhaji Sani Atia yake so dan mutane a rage bara ga guragu bai take haka nan wanda bai aikin yin shomer kai ya zo ya shiga wata haya ta shaye-shaye da ɗaukaka mutane. Bayan wannan akwai kusan moto 300 ne wanda aka bada. Su wanda aka kawo matsala duka bai wuce moto 30 mai kawa 3 na guragu ne. Wannan kuma suka shomer su ne aka ba masu taya biyu. Wannan abu shine ya kawo aka ce za a hana wannan aiki an sasanta nan na gubernura an sasanta a can mairie presidential amma su 'yan taxi sun ce ba su yarda ba. Mun kawo magana cewa a ba mu izini ko menene wanda yake doka ba na mairie ba nan kasa ko ina ne muna bada shi ba yiwa a ce ba a yin doka. Abinda muke so ku gane jama'a bisa wannan kauli ku tabbatar da duk wanda yake na son cin gaba ga kasa ba aiko sana'a wadda za ta taimaka ma jama'a a ci an hana ta. Le Niger est un pays de démocratie et un pays à majorité musulmane, donc un pays de dialogue, de paix et de tolérance. Face à une telle situation, le sens de responsabilité veut qu'une entente entre tous les partenaires soit trouvée comme toujours. Du sport pour clore ce journal, le comité exécutif de l'Union des étudiants des instituts, écoles professionnelles et techniques de Niamey, UEPTN, a procédé au lancement de la première édition du tournoi de basketball, une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 24e anniversaire des événements tragiques du 9 février 1990. Les images. Démarré sur le terrain de basketball du stade municipal de Niamey, ce tournoi initié par le comité exécutif de l'Union des étudiants des instituts, écoles professionnelles et techniques de Niamey entre dans le cadre du lancement officiel de la première édition du tournoi de basketball entreprise par la dite section en vue de marquer la commémoration du 24e anniversaire des événements historiques du 9 février 1990. Avec tous les comités exécutifs qui se sont succédés au niveau de l'IEPTN, on n'a jamais vu un comité exécutif qui a eu cette idée pour au moins